Sauf que ce n'est pas vraiment ce à quoi elle s'attendait. Le jour où Pierre Manant la reçoit, il lui explique quelle sera la stance de sa femme, qui est peintre et mystérieuse, et à la fois sa doublure, d'où le nom. Et forcément, Evie lui
n'aie pas peur des sorcières, des lutins, des apparitions, des géants vantards, des esprits malins, des farfadets, etc. Ni d'aucun autre genre de créature, hormis les êtres humains. Goya, 1792. Première partie. Le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme voie seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Partie 1. La première fois que j'ai entendu parler de Clara Manant, alias Calypso Montant, c'était en septembre 2018. Jean venait de repartir en mission. 5 ans que nous nous connaissions, et autant de séparations et de retrouvailles. Il était marin timonier. Jean avait tenté de m'expliquer son métier, les paquebots de commerce, son rôle d'adjoint de l'officier, chef de quart pour la navigation, les relevés météo, les transmissions radio, les documents de navigation. Je n'ai jamais vraiment retenu grand-chose, seulement l'essentiel. Il n'était heureux qu'en mer. Alors j'ai supporté ses absences. Chaque année, à la mi-septembre, c'était pour nous l'heure des adieux, dans les ruelles du quartier du Vieux-Port à Marseille. Je l'accompagnais jusqu'au taxi qui l'emmenait au port de commerce. Nos reflets sinistres dans les vitrines sales. Ma fine silhouette un peu voûtée, mes longs cheveux bruns et mon teint plus livide que d'habitude. Et Jean pressé, juste pressé. Il marchait toujours quelques pas devant moi, les mains dans les poches, la tête rentrée dans les épaules. Il portait son éternel manteau rapiécé, ni tout à fait noir, ni tout à fait kaki. Un manteau usé par le temps et l'air iodé, mais dont il ne pouvait se séparer. Il se ressemblait tous ces matins d'adieu. Nos soirs de retrouvailles aussi, nos mains qui n'en pouvaient plus de s'attraper, mes yeux qui n'arrivaient pas à croire qu'il était là, vraiment là pour 3 mois. L'amour que nous faisions dans sa chambre d'adolescent, chez sa mère, Irène ou dans mon studio. Mais Jean n'aimait pas ma garçonnière. Il la trouvait triste, il préférait l'appartement d'Irène. Encastré dans une ruelle étroite. L'hiver, il était humide et pas très lumineux. Irène ne s'en plaignait jamais. Elle était toujours d'une humeur égale. Elle travaillait sur les marchés. Elle y vendait des légumes de maraîchers locaux à un prix honnête, lui permettant de se dégager un salaire correct. Le père de Jean, personne n'en parlait jamais.
Il avait fichu le camp avant même sa naissance. Il semblait s'en moquer, tous les deux. En 5 étés, j'ai appris à connaître cet appartement par cœur. La cuisine et sa table en formica jaune. Le salon au fauteuil gris et au lourd rideau blanc. La salle de bain moite et ses odeurs de pivoine. L'eau de toilette d'Irène. La chambre d'Irène. La plus petite, la plus sombre. Donnant sur la rue et la circulation. Irène a toujours prétendu que le bruit des voitures ne la dérangeait pas. En réalité, elle voulait laisser la meilleure des 2 chambres à son fils, même si celui-ci n'était présent que quelques mois dans l'année. La chambre de Jean avait une large fenêtre ouvrant sur la cour intérieure. Elle était sombre, évidemment, mais calme et plus spacieuse. Nous y faisions l'amour, la fenêtre ouverte, les volets blancs laissant passer la brise de la nuit. Le matin, Irène nous préparait un café et achetait des pains au chocolat. Elle se faisait discrète, s'arrangeait pour nous laisser notre intimité. Dans le salon d'Irène, il n'y a que Jean sur les photos encadrées. Elle a élevé un enfant roi et en a fait l'adulte égocentrique qu'il est aujourd'hui. Celui qui m'a annoncé. Je veux m'installer au Brésil. J'en ai ma claque de Marseille. Des allers-retours en mer. Un copain peut me trouver une place à Sao Paulo. Je n'ai d'abord rien trouvé à dire. Comment aurais-je dû réagir? Rire, pleurer, bégayer? C'était déconcertant, car il tenait mes mains entre les siennes, comme s'il m'invitait à le suivre, comme si je faisais partie de son projet. Sao Paulo. Voilà tout ce que j'ai pu bredouiller ce matin-là. Jean a acquiescé avec un sourire de gamin surexcité. C'est la chance de ma vie, Ève. Il m'appelait Ève, un diminutif d'Evie. Moi, je préférais amplement Evie. J'ai regardé mes mains dans les siennes et son visage ravi. Et je me suis demandé si j'avais loupé quelque chose. Une invitation à le suivre, un clin d'œil m'indiquant qu'il plaisantait, car ce qu'il venait de dire n'avait aucun sens pour moi. Mais mon mets a semblé le contrarier. Il a froncé les sourcils. Je ne sais pas encore. J'imagine que tu pourras me rejoindre quand le projet aura abouti. Le projet ? On contre-tapait dans un paquebot de commerce. On a des contacts là-bas. J'ai dû investir un bon pactole pour m'associer. 10 000 €, mais ça vaut le coup. Il souriait avec une excitation non contenue. Et j'ai compris plusieurs choses, à peu près dans cet ordre. Il avait préparé ce projet depuis plusieurs mois, probablement bien avant son retour à Marseille. Il avait attendu nos adieux pour m'en parler, pour être certain de ne pas gâcher nos ultimes retrouvailles. Je dis bien ultimes, car j'ai réalisé qu'il n'avait aucunement l'intention que je le rejoigne. C'était écrit sur son visage. Et puis, après cela, j'ai également compris que je venais de gâcher les 5 dernières années de ma vie à l'attendre les 3/4 de l'année. J'avais fui mon Alsace natale, le peu de racines que j'avais là-bas, et dégoté un studio à Marseille, pour être à 2 pas du port quand il rentrerait de mission. Pire encore, j'avais choisi les petits boulots, les plus précaires, les moins intéressants, car c'était cela que je pouvais quitter au début du mois de juin et reprendre au mois de septembre, sans que personne y trouve à redire. J'avais mis ma vie entre parenthèses pendant 5 interminables années, pour les beaux yeux d'un marin qui n'avait jamais envisagé de se fixer. Ce matin-là, sous les regards badins de ses collègues, je l'ai laissé m'embrasser, car j'étais en état de sidération et qu'aucune réaction réfléchie ne me venait. Puis, je suis rentrée. Nous étions le 12 septembre. Dès le lendemain,
Je devais reprendre mon poste de vendeuse dans la boutique d'une station-service d'autoroute. Les caisses, les rayons, les magazines, les sandwichs chauds vides, les cafés et les paquets de chewing-gum. Voilà de quoi était constituée ma vie. Ce jour-là, j'ai réalisé d'autres choses qui jusqu'alors ne m'avaient pas sauté aux yeux. D'abord, mon studio était vraiment affreux. Jean avait raison. Les escaliers puaient la pisse. Le Velux se bloquait une fois sur deux. L'aération de la cuisine était défectueuse, si bien qu'une odeur de friture y flottait en permanence. Ensuite, mes collègues de travail, Jessica et Perrine, n'étaient pas mes amies et ne le seraient jamais. Elles rapportaient probablement des commérages sur moi, comme elles le faisaient sur la terre entière. Cela rendait mon travail infernal, surtout quand aucun retour de Jean ne venait l'égayer. Et puis, je ne pourrais plus jamais retourner en Alsace, dans la maison familiale tant haïe que j'avais fui à la première occasion, à 18 ans tout juste. Enfin, la dernière et la plus affligeante, Irène était une femme adorable, mais je ne supporterai plus jamais ses discours pleins d'admiration pour son fils qui venait de me laisser tomber pour de vieux paquebots de commerce à l'autre bout du monde. Ainsi, les choses étaient claires, comme je l'ai écrit ce soir, dans mon carnet bleu à spirale. Plus rien ne me retient à Marseille. J'ai envie de prendre le large, moi aussi. Pensée du jour, 12 septembre 2018. Force de ces constatations, je me suis mise à déambuler dans le vieux port de Marseille, avec une idée précise, me faire embaucher comme hôtesse sur un yacht. J'avais les compétences nécessaires. Ménage, service, restauration, je connaissais. Jean m'avait toujours dit que les salaires étaient mirobolants à bord des yachts. 2000 € net par mois, à quoi il fallait ajouter le gîte, le couvert et les bonus. Prime et pourboire qui était une institution dans la profession. L'argent, j'en avais grandement besoin. Mes comptes étaient à sec. J'ai travaillé 9 mois sur 12 pour profiter des retours de Jean. Je n'ai jamais gagné plus du SMIC. Et puis, mon studio me coûtait une fortune pour ce qu'il était. Un cagibi minable. Mais plus que d'argent, c'est d'un bol d'air dont j'avais besoin. Partir, quitter Marseille et le souvenir de ces 5 années, pour rien. C'est ainsi que, par une chaude matinée de septembre, j'ai rencontré Pierre Manant, sur le port de Marseille. Tout au long des bites d'amarrage, d'énormes yachts se brilassent, tous plus impressionnants les uns que les autres. Des blancs rutilants, des noirs à la coque lisse et étincelante, des formes allongées, épurées, modernes. Certains ont 2 étages, d'autres 3, voire 4. Là-bas, 2 hommes, des employés sans doute, nettoient le pont d'un petit bijou à la coque dorée. Plus loin, un couple prend son petit déjeuner sur le pont, lunettes de soleil sur le nez, indifférent au regard d'envie qu'il suscite. Je viens d'essuyer 2 échecs. On ne cherche personne, on est complet, m'a déclaré un jeune employé, au visage rongé par l'acné, sans que j'aie même le loisir d'observer l'intérieur du bateau, sur lequel je me suis présentée. Sur un 2e yacht, un homme a observé mes jambes, puis saisi mon CV. Pas de poste pour l'instant, mais je garde ça. Ok. Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'il avait déjà décarpé. J'en suis là dans mes recherches d'emploi, quand je repère quelqu'un qui m'observe depuis le pont supérieur. D'un yacht, il est grand brun, il porte un bermuda bleu marine et une chemise blanche. Je viens de rencontrer Pierre Manant. Bonjour. Il accompagne ses paroles d'un signe de la main, pour que je sois bien certaine que c'est à moi qu'il s'adresse. Bonjour, je réponds
en plaquant contre ma poitrine mes CV qui menacent de s'envoler dans la brise marine. Vous cherchez du travail ? J'acquiesce en m'avançant. Il me fait un nouveau signe que je ne parviens pas à interpréter. Attendez-moi ici, j'arrive. Alors j'attends, mal à l'aise, incertaine de ce que je fais. Il vient vers moi d'un pas énergique, ses cheveux bruns ébouriffés par le vent. Il a un sourire sincère et de beaux yeux bleus, d'un bleu-gris étonnant. Que peut-il bien faire dans la vie ? J'opte pour directeur d'une grosse banque d'affaires ou au dirigeant d'une entreprise cotée en bourse. Qui peut se payer un tel yacht ? Quand il s'adresse à moi, je me suis déjà forgé mon opinion. Il m'est sympathique. « Excusez-moi de vous avoir interpellé comme ça, dit-il. Ce n'est rien. Je m'appelle Pierre maintenant. À qui ai-je l'honneur ? Evie Perrault. Enchantée, Evie. Il me tend la main, je note l'alliance à son autre main. Et les flux discrets d'une eau de toilette, Hermès. Vous avez quelques instants à m'accorder ? Je recherche effectivement quelqu'un pour une mission particulière. On pourrait en discuter à l'intérieur, si vous voulez bien. J'acquiesce sans réfléchir. C'est pour ça que je suis là. Et puis, l'aura que dégage Pierre Manant m'a déjà mise en confiance. Nous pénétrons dans une pièce immense, le salon du yacht. Je me sens comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je reste figée, mes CV toujours contre moi. Mais Pierre m'invite d'un geste à m'asseoir, tandis qu'il prend place dans le fauteuil opposé. Bien, quel genre de travail recherchez-vous, Evie ? Il passe une main dans ses cheveux bruns pour y mettre de l'ordre. Moi, je suis assise bien droite, mes mains posées à plat, sur le fauteuil, de chaque côté de mes jambes. J'aurais dû davantage préparer mon discours. C'est la première fois de ma vie que je monte sur un yacht, et c'est suffisamment impressionnant pour me couper la chic. Eh bien, disons que j'ai déjà eu plusieurs expériences dans la restauration et l'hôtellerie. J'ai été hôtesse d'accueil aussi, une fois, au salon de l'automobile. Mais je peux également faire le ménage. Disons que je ne suis pas difficile. Pierre sourit. Il semblerait qu'il soit amusé par mes réponses approximatives. Je ne sais pas s'il se moque de moi, s'il me trouve complètement crétine, ou s'il sourit pour me mettre à l'aise. Il désigne les CV que j'ai déposés sur mes genoux. Je peux jeter un coup d'œil ? Bien sûr. Pendant qu'il nie, je fixe le parquet clair, parfaitement lustré, et je compte les lattes. Vous avez déjà travaillé dans le secrétariat ? Pardon ? Vous avez déjà travaillé dans le secrétariat ? L'administratif ? Non. J'essaie de soutenir son regard. Je suis sûre qu'il est déçu. L'événementiel ? Cette fois, je fais signe que non, avec une belle grimace. Et il rit. Il rit pour de vrai, avec des patois qui apparaissent de chaque côté de ses yeux bleu-gris. Vous sauriez répondre au téléphone, rédiger des mails et réserver un pas chez un traiteur ? Oui, j'imagine. Il ne cesse de me sourire. Je suis désolée, j'aurais dû être plus précis dès le départ. Ma proposition n'est pas claire, je le vois bien. Je secoue la tête pour le rassurer. Il passe de nouveau la main dans ses cheveux et se penche en avant. En fait, je cherche quelqu'un, mais pas pour ce yacht. J'aurais dû vous le préciser. C'est pour ma femme, Clara. Son nom d'artiste est Calypso Montant. Ça vous dit peut-être quelque chose ? C'est la première fois que j'entends ce nom. Elle est peintre, elle expose à Saint-Paul-de-Vence, où nous vivons, mais parfois ailleurs. Le temps d'une soirée à Saint-Tropez ou à Cannes, quand je parviens à la convaincre. Clara n'aime pas trop sortir de sa tanière. Je ne sais que répondre,
mais je n'ai pas l'impression que Pierre attende une quelconque réponse de ma part. Vous connaissez Saint-Paul-de-Vence ? Non. C'est le petit village d'artistes par excellence. Il se trouve à une vingtaine de kilomètres de Nice. L'été, c'est parfois un peu trop fréquenté, mais le reste de l'année, c'est un paradis pour l'artiste, qu'est Clara. La lumière y est exceptionnelle. Je ne vois pas vraiment où il veut en venir en me parlant de Saint-Paul-de-Vence, mais il parvient à éveiller ma curiosité. Ma femme est une peintre hors pair. En revanche, c'est une piètre gestionnaire. D'ailleurs, elle déteste ça. Pour des questions comptables, contractuelles et légales, nous avons un cabinet d'avocats spécialisé. Mais pour le reste, elle est censée gérer, répondre aux invitations et cartes de félicitations, s'occuper des réservations de salles pour ses expositions temporaires, confirmer sa présence à divers vernissages, prévoir un traiteur pour un verre de l'amitié. Elle boude ses tâches, et j'avoue être de moins en moins disponible pour prendre le relais. Elle aurait besoin d'un bras droit, quelqu'un qui fasse tout cela pour elle, à sa place, comme une doublure. Ma lecture s'achève ici. J'espère que ce début de l'histoire de la doublure vous a plu et apaisé. Dans une ambiance bougie. Je vous souhaite une belle fin de